Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le grand rendez-vous. Le temps sera-t-il au beau fixe demain? Découvrons-le ensemble à travers la météo. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct de Soava. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 4 rubriques. Les TIC sont devenues transversales à toute entreprise. Qu'en est-il de leur apport à l'entrepreneuriat agricole? On en parle dans le monde agricole. L'expert viendra nous entretenir sur comment devenir riche tout en étant salarié. Je parie que cela vous intrigue autant que moi. Restez avec nous pour en apprendre davantage. Autant savoir revient sur les OTT. Quelle sécurité offrent donc ces OTT et quelle législation les encadre ici au Bénin? On en parle avec Autant savoir. Nature et bien-être nous emmènent découvrir ce que le sport a véritablement à apporter à la santé. Le rendez-vous du journal ne sera pas manqué, c'est sûr. Et déjà, le rappel des titres se fera avec Amandine Agnambossou. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Au menu du journal ce soir, la gestion des déchets solides et ménagers dans les grandes villes du Bénin. Un véritable casse-tête pour les autorités béninoises. Le mois de l'habitat sera mis à profit pour trouver des solutions. Nous allons nous intéresser au métier de technicien BTP. C'est un secteur important pour l'économie béninoise et qui offre assez d'opportunités. Et puis, un nouvel ouvrage dans les librairies, Les sommets de la gloire d'Isidore Mevoto Hodé vient de paraître. C'est un livre qui retrace la vie de son auteur. Les détails, c'est dans le 19h45. Merci à vous, Amandine Agnambosso, pour toutes ces informations. Nous avons hâte de découvrir le menu lui-même en intégralité à 19h45. Le premier plateau du grand rendez-vous s'installe. Autant savoir. Voilà, avec Autant savoir, nous revenons sur les OTT et nous allons davantage en discuter avec notre invité ici sur ce plateau. Mais avant, nous vous invitons à suivre cet extrait. Au Bénin, nous avons le code du numérique qui cadre, je dirais, les utilisateurs des OTT, mais qui n'arrive pas encore à réguler les OTT parce que les OTT échappent au contrôle de l'État. Ce qui explique d'ailleurs qu'on les désigne par service, par contournement. Voilà, on essaie de cadrer les utilisateurs, mais je dirais que la législation nationale n'impacte pas encore véritablement les OTT chez nous.
on est dans un système qui est en train d'écrire les premières pages du numérique chez nous, ce qui fait qu'on n'appréhende pas encore réellement toutes les conséquences liées aux OTT. On ne voit que l'aspect communication à moindre coût. C'est vrai, ça arrange tout le monde, on s'y adonne, mais il y a aussi l'aspect collecte des données personnelles que les OTT collectent de façon massive, mais dont nous n'appréhendons pas l'utilisation que les OTT en font après. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de scandales liés aux données personnelles que collectent les OTT. On peut utiliser des données dans une moindre mesure à des fins de ciblage, marketing, de publicité, mais dans une mesure plus grave, ça peut être utilisé à des fins d'espionnage. Voilà, aujourd'hui, les OTT représentent vraiment un problème, un os dans la gorge des législations nationales. Voilà, Franck Kouyami, bonsoir. Bonsoir Agnès. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Le plateau que vous retrouvez. Hein? Tout à fait. Alors, vous êtes président du Forum de gouvernance de l'Internet. Déjà, moi, j'aimerais avoir votre avis sur les OTT. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Les OTT sont un outil, donc ni bon ni mauvais en soi. C'est l'utilisation qu'on en fait. Voilà qui détermine si le caractère positif ou négatif. J'associe souvent les OTT de manière imagée à un coupe-coupe qui peut servir aujourd'hui à débroussailler un champ, mais qui peuvent être utilisés aussi à de mauvaises fins pour, par exemple, couper la route aux paisibles usagers. Voilà quoi. Donc après, c'est l'usage qu'on fait de ces outils-là. Toujours est-il que ces OTT sont aujourd'hui assimilés à des services qui vont faire concurrence aux services historiques qu'offrent en particulier les opérateurs de téléphonie mobile. C'est-à-dire que c'est des services qui vont permettre aujourd'hui à des utilisateurs d'avoir un autre choix que celui d'utiliser les services classiques, donc appel, voix, SMS, voilà, des réseaux télécoms. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, l'autre aspect du problème, c'est qu'on se demande si c'est sécurisant d'utiliser ces OTT. Est-ce que pour vous, puisque vous les utilisez aussi en tant qu'utilisateur, vous vous sentez en sécurité quand vous utilisez ces OTT? Merci pour cette question. C'est la question qui nous renvoie un peu à ce que nous appelons dans le jargon l'hygiène numérique. Les utilisateurs aujourd'hui ont découvert les OTT hors de tout cadre préparatoire. C'est une innovation qui est arrivée dans nos écosystèmes comme cela et donc la plupart des gens ne sont pas préparés, ne sont pas lancé juste. Voilà, juste comme ça, parce que par effet de mode et après on y a pris goût. Il y a certains usages qui sont développés, usages personnels, professionnels, ludiques, académiques, ainsi de suite. Et donc ces OTT là aujourd'hui sont pour la plupart gratuits, mais la gratuité a un revers. Justement, est-ce que c'est véritablement gratuit? Non, c'est pas gratuit. On paye quelque chose. Pour nous, c'est gratuit, mais c'est gratuit parce que c'est nous le produit. C'est les utilisateurs le produit, c'est ceux qui utilisent ces outils-là qui sont effectivement le produit. Vous voulez parler en termes de données, en termes d'informations que nous partageons sur ces OTT. Et que ces OTT collectent également sur nous. Il faut se rendre compte que quand on installe une application sur son téléphone, cette application a la possibilité de collecter, par exemple, plusieurs données relatives à l'utilisation qui est faite du téléphone, ainsi de suite. Vous faites bien d'en parler parce que la plupart de ces applications te demandent si tu peux leur permettre d'avoir accès à tes contacts, d'avoir accès à ta banque de données personnelles, aux messages, même à ton appareil photo. Tu te demandes finalement, ils ont besoin de tout ça pour faire quoi? Ils ont besoin de tout ça pour compléter le profil qu'ils ont sur l'utilisateur et son activité. Ils ont besoin de tout ça pour mieux identifier les habitudes, les usages de l'utilisateur et pour pouvoir derrière utiliser ces données, mettre ces données à disposition, même si on nous dit que ces données sont anonymées, mettre ces données à disposition des grandes régies publicitaires parce que leur business model véritablement c'est de la publicité derrière. Mais est-ce que c'est le seul problème de sécurité qu'on pourrait avoir? Ce serait un problème de marketing, de profilage, puisque là vous dites qu'on n'est plus seulement, on est déjà au niveau du profilage, mais est-ce que c'est le seul danger qui guette les utilisateurs et les amoureux de ces OTT? Alors non, ça c'est le danger le plus immédiat, celui qu'on peut évoquer de manière tout à fait
tangible pour les utilisateurs. Je vous donne un exemple. Vous faites une recherche sur Google, d'accord? Vous faites une recherche sur le coût d'un billet d'avion entre Cotonou et je prends Dakar, par exemple. Et ensuite, vous allez sur une plateforme comme un certain réseau social qui est utilisé par plus d'1 milliard de personnes dans le monde et vous voyez des publicités apparaître sur des voyagistes qui vous proposent des billets d'avion pour aller à Dakar. Comment ils ont su que vous êtes allé à Dakar? Comment ils ont su? Aujourd'hui, donc, tout cet ensemble, toutes ces technologies sont aujourd'hui perméables, échange des données. Et c'est bien sûr l'échange de ces données-là qui n'est pas encadré par la réglementation, qui n'est pas encadré par la loi. Et ces entreprises aujourd'hui qui collectent des données massives, de façon massive sur une quantité faramineuse d'utilisateurs aujourd'hui ont... À quoi servent ces données à la fin? Est-ce que c'est seulement à but de marketing ou ça a d'autres visées? Ben, officiellement, et si vous prenez par exemple certaines grandes entreprises à Silicon Valley, aujourd'hui, leur principal business model, c'est la revente d'espaces publicitaires. Donc, c'est comme ça qu'ils se financent. Et les revenus publicitaires, quand même, sont assez conséquents. Mais après, ça peut aller plus loin. Ça peut aller, par exemple, à mettre ces données à disposition d'équipes de campagne pour faire des campagnes. Nous avons vu aujourd'hui... Mais est-ce que vous pensez que ça peut aller plus loin au point où on peut influencer l'utilisateur des OTT à travers sa façon de consommer ou sa façon... Bien sûr, parce qu'une étude américaine a démontré, quand vous faites la hiérarchie un peu de niveau de connaissance qu'a votre environnement de vous-même, vous avez d'abord tous ceux qui vous connaissent un peu de façon éloignée, ensuite vous avez vos amis, ensuite vous avez vos relations professionnelles, ça switch entre les deux, ensuite vous avez votre relation familiale, vos relations familiales, ensuite vous avez vous-même et en dernière position vous avez les OTT, ces fournisseurs d'OTT qui en savent plus sur vous-même que vous-même. Aujourd'hui c'est vous dire... C'est presque de l'espionnage alors? C'est pas de l'espionnage, c'est de l'étude statistique. Parce qu'on leur fournit une quantité faramineuse de données via les utilisations. Parfois à notre propre insu, parce qu'il y a des informations quand même que vous ne savez pas qu'on retient de vous, c'est sûr. Oui, c'est certain. Écoutez, quand vous vous levez le matin et que vous prenez votre téléphone tous les jours, dès que vous vous levez et qu'on remarque que vous déverrouillez votre téléphone, écoutez, vous vous renseignez sur vos habitudes, vous renseignez globalement sur l'heure à laquelle vous vous levez, par exemple. Ils n'ont pas besoin de vous voir vous lever. Il suffit juste d'attendre que vous preniez votre téléphone et que vous accédez à un service aujourd'hui. Donc, ils peuvent en conclure, par étude statistique, qu'autour de 7 heures, on a des chances de vous voir en ligne. Donc, c'est quelqu'un qui voudra faire passer une idée en priorité pour vous influencer le reste de sa journée. On va peut-être lui vendre cet espace en disant de telle heure à telle heure, on est capable de toucher tel nombre de personnes pour faire passer ton message. Vous voyez, c'est des déductions comme ça et parfois sur des éléments qui ne sont même pas liés à la cible. Exemple tout simple, quand vous faites vos courses par exemple, heureusement en Afrique on n'en est pas encore là, mais aujourd'hui on a des systèmes de paiement mobile qui vous permettent d'utiliser votre téléphone. Avec la vente en ligne qui se développe de plus en plus. Exactement. Et donc aujourd'hui on peut commencer à savoir quels sont les magasins que vous préférez. Eh bien, si vous fréquentez ces magasins de tel jour à tel jour et que vous achetez tel type de produit, on peut recommander à un restaurant de venir s'installer dans cette zone parce que de telle heure à telle heure, d'ouvrir plutôt ses horaires, vous y êtes et de proposer des activités. Si jamais vous avez un téléphone et qu'on sait que vous avez des enfants, on va te conseiller à une garderie de venir s'installer là. Pourquoi? Parce que pendant que vous faites des courses, vous voulez bien être tranquille et donc vous allez déposer vos enfants à la garderie. Donc c'est ce genre de recoupage aujourd'hui qu'ils sont capables de faire parce que la masse des données, le big data aujourd'hui le permet. On a une telle masse de données sur les gens qu'aujourd'hui on peut faire une analyse statistique poussée et extrait de ces données des tendances lourdes de comportement sur les utilisateurs. Alors voilà, nous sommes tous devenus friands des OTT. On en a tous recours à un moment ou un autre peut-être de la journée. Comment s'assurer que quand nous sommes sur ces OTT-là, que nous sommes en sécurité? Est-ce que c'est possible? Alors, tout dépend des conditions. Avant d'utiliser le service... Ça dépend peut-être de l'OTT. Vous me direz qu'avec les VPN, c'est peut-être pas possible du tout. Non. Avec ces outils-là, généralement pour souscrire au service, pour utiliser le service, on donne son consentement à un contrat d'utilisation. Parlez de la clause de confidentialité? Non, ce qu'on appelle plutôt dans le secteur le End User License Agreement, qu'on tous signe, sans bien le lire, on tous signe. Eh bien, dans ce License Agreement, on donne le droit à ces fournisseurs d'OTT de faire un certain nombre de choses, de collecter un certain nombre de données sur nous.
c'est vraiment de savoir pourquoi on est sur ces services OTT-là et pourquoi on les utilise. Voilà. Aujourd'hui, quand moi je vois une application qui est censée, par exemple, m'aider à téléphoner et qui veut avoir accès à ma galerie photo, par défaut, je ne l'installe pas tout simplement. La même chose pour les VPN aujourd'hui, avec les derniers événements qu'on a connus, l'engouement pour les VPN. Il y en a qui en ont même 10 dans leur appareil. Parce que quand on en bloque un, on active l'autre en même temps. Aujourd'hui, ces VPN posent un vrai problème de sécurité parce que vous passez par un intermédiaire, vous faites transiter par un intermédiaire votre trafic. Votre activité sur Internet passe par un intermédiaire qui n'est pas forcément bénin, qui vous offre le service à titre gracieux. Donc, si c'est à titre gracieux, demandez-vous vraiment comment ils rentabilisent à quel moment ils rentabilisent, au fait. Et via quel mécanisme ils rentabilisent. Si c'est vous qui êtes le produit, eh bien, ça veut dire que, si on est tous d'accord que c'est vous qui êtes le produit, ça veut dire que derrière, ils exploitent quand même, ils tirent des analyses de votre trafic Internet, de vos données Internet, pour en faire quoi? Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, la posture par rapport aux ETT, c'est que, selon moi, c'est une évolution inéluctable. On va y arriver, c'est un changement profond du secteur, d'Internet de façon générale. Et puis aussi, ces OTT ne sont pas si négatifs que ça parce que ça amène des gens à utiliser Internet. Les gens arrivent sur Internet parce qu'ils ont un besoin que les OTT comblent. Oui. Donc aujourd'hui, ces OTT-là peuvent être assimilés aujourd'hui à des locomotives, des facteurs incitatifs pour l'adoption d'Internet, pour l'utilisation d'Internet. Par contre, oui, la question des données, de l'utilisation des données... Est-ce que forcément, il faut qu'on puisse toujours être dans la dynamique de ces OTT-là? Parce que le problème, j'aimerais justement que vous opiniez sur ça, l'aspect sécuritaire, c'est seulement en tant qu'individu, mais au niveau étatique, au niveau macro, au niveau de l'État, est-ce qu'il y a vraiment des risques à ce que tous les habitants d'un pays puissent aller vers les OTT? Oui. Aujourd'hui, la mine d'or, véritablement, la nouvelle mine d'or de l'économie numérique, c'est les données. Okay? Et quand vous avez des entreprises aujourd'hui au niveau mondial qui en savent plus sur vos habitants que vous-même, que l'État lui-même, ça commence à poser des problèmes de gouvernance. Est-ce que ces problèmes de gouvernance aujourd'hui doivent nous empêcher d'utiliser ces outils? Je ne pense pas. Par contre, aujourd'hui, il nous manque un cadre réglementaire pour encadrer tout ça. Et pour le cadre, justement, pour l'encadrement, nous avons le code du numérique qui a été voté. Est-ce que vous pensez que ce code a pris en compte tous ces aspects-là, sécurité, ces problèmes posés par les OTT? Le code du numérique, qui a été promulgué, mais qui est en attente des décrets d'application qui sont en train d'être élaborés. Aujourd'hui, le code du numérique prend en compte la protection des données à caractère personnel. Nous avons même une autorité qui s'en charge. Voilà. Et de plus, ce code du numérique, un peu comme le GDPR en Europe, contient un certain nombre de clauses censées protéger le citoyen béninois, les données du citoyen béninois, d'accord, dans la façon dont ces données sont traitées, utilisées et le droit d'accès à ces données-là, d'accord, par le citoyen béninois au niveau des fournisseurs de services OTT. C'est l'un des codes les plus avancés aujourd'hui dans le domaine en matière de protection des données, de réglementation. Mais après, on n'a réglementé qu'une partie du problème. Pour vous, quel est l'autre aspect qui a été oublié? Pour moi, les aspects qui ont été oubliés, bon, s'ils n'ont pas été forcément oubliés, c'est simplement qu'aujourd'hui, le code du numérique ne peut pas permettre d'embrasser tous les aspects liés, par exemple, aux utilisations qu'on n'a pas encore anticipées de ces OTT-là. Aujourd'hui, il y a de nouveaux usages qui se créent, qui n'ont peut-être pas été pris en compte par la loi aujourd'hui. C'est la problématique générale de la règle. Toute loi aussi. Hein. De toute loi aussi, qui est adaptée, qui est toujours un peu en retard sur son temps. Et c'est la problématique générale de la régulation, de la réglementation des innovations dans le domaine technologique. Parce qu'elles évoluent très vite. Trop vite. Et donc aujourd'hui, ce code du numérique, qui est quand même l'un des meilleurs aujourd'hui dans l'espace mondial, aujourd'hui contient des éléments pour anticiper les évolutions futures, mais on ne peut pas imaginer le futur, rester là et légiférer totalement sur le futur. Alors, Franck Kouyami, il nous reste exactement 30 secondes pour pouvoir conclure, mais j'aimerais que vous vous prononciez sur le fait que ce code du numérique ne concerne que les infractions qui seront commises sur le territoire national. Or, nous avons
affaire justement à un monde qui est planétaire. L'Internet aujourd'hui, c'est tous les pays du monde. Et la législation qui vaut ici n'équivaut pas à la législation peut-être au Niger à côté. Quand est-ce que nous pourrons alors véritablement réprimer ces infractions? En matière de cybercriminalité et de cybersécurité, il faut comprendre que les États vont légiférer sur leur territoire, mais également il y a des textes qui doivent nous permettre d'activer la coopération sur le plan régional et international. Nous avons la loi africaine sur la cybersécurité et nous avons également la Convention de Budapest dans lesquels nos États sont engagés et qui doivent ratifier, intégrer ça dans la législative nationale, qui vont permettre d'adresser au niveau régional africain ces problématiques en matière de cybersécurité. Merci à vous, Franck Kouyami, pour ce plateau d'Autant Savoir. Nous allons certainement vous retrouver une autre fois. En attendant, le grand rendez-vous se poursuit et le prochain plateau qui s'installe, c'est Nature et Bien-être. Le sport, c'est bon pour la santé. Les amoureux du sport et les fanatiques ne nous diront pas le contraire, c'est sûr. Mais le sport est-il vraiment conseillé à tous? On le saura davantage, mais avant, on suit ce reportage. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique. Les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier la voie inter-État Ilakondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km. Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, et bien règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague d'avantages pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Alors, faire le sport pour mieux se porter, un adage qu'on a souvent entendu. Notre invité est déjà là, Dr Dieudonné Fambo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes médecin-chef du Centre national médico-sportif du Bénin. Bien cela. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, vous êtes d'accord avec l'adage qui veut que le sport soit bon pour la santé? Bien entendu. Le sport, comme on venait de le voir dans le reportage, apporte beaucoup de bénéfices à la santé, de sorte qu'aujourd'hui, le sport devient quelque chose que les pratiquants de la santé recommandent systématiquement, en plus d'une ordonnance médicale, quand vous allez à l'hôpital,
on va vous prescrire des médicaments, mais on vous recommande du sport. Donc, de façon générale, le sport est très bénéfique pour la santé. Et donc, c'est normal que de plus en plus, la population comprenne et s'adonne au sport. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'engouement aujourd'hui pour le sport, mais le sport tel que nous la pratiquons sous nos cieux, est-ce que c'est véritablement recommandé pour la santé? Comme je venais de le dire, le sport, il est recommandé pour la santé. Bon, je parle de la façon dont nous la pratiquons. De quelle façon nous la pratiquons? Oui, là, il y a des choses à redire. Voilà, on vous écoute. Parce que le sport a besoin d'une certaine préparation pour qu'il puisse effectivement apporter le bénéfice qu'il faut. Donc, tout le monde ne peut pas se lever pour dire qu'il fait du sport. Tout le monde ne peut pas se lever pour dire qu'il fait du sport. Et quand on a besoin de faire du sport, il faut un certain accompagnement, il faut un certain entraînement avant d'atteindre le rythme normal pour avoir le bénéfice escompté. Sinon, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et commencer n'importe quelle activité sportive à n'importe quel rythme et s'attendre à ne pas avoir des conséquences négatives sur la santé. Pour vous, quel est l'accompagnement que vous auriez recommandé justement à tous ceux qui ont envie de faire du sport? L'accompagnement, c'est déjà de se référer aux professionnels pour avoir des conseils avisés. Et de plus en plus, quand on parle du sport, vous savez qu'il y a deux catégories principales. Il y a le sport d'entretien, ce sport qu'on pratique sous forme de loisir et qui permet effectivement d'apporter un bien-être à la santé, de se sentir en équipe, d'évacuer le stress, de passer du bon temps entre amis, etc. Ça, c'est le sport d'entretien qui ne vise pas de la performance, mais qui vise juste le bien-être que le sport peut apporter. Il y a le sport de haut niveau qui vise la performance et par rapport à ce sport, l'organisme est sollicité parfois au-delà de ses limites. Alors, il est évident que dans le sport d'entretien, il y a moins de sollicitations par rapport à l'organisme. Et donc, c'est bien que de plus en plus... Peut-être pour quelqu'un qui est bien portant, je suppose que nous sommes tous des malades ambulants. Quelqu'un qui a peut-être de l'hypertension, qui a des problèmes cardiaques, ne peut pas faire d'une course d'endurance comme quelqu'un qui est normal et qui n'a aucun problème. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des limites ou des paliers qu'il ne faut pas franchir, qui vont varier peut-être d'un pratiquant du sport à un autre? Naturellement, comme vous le dites bien. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème de santé, il est bien que le sport que vous décidez de faire pour peut-être prévenir et avoir des bénéfices par rapport à votre maladie puisse être suggéré par un professionnel de santé qui vous dit le type de sport qu'il faut faire, et la durée et le nombre de séances par semaine, par exemple. Voyez-vous. Et donc, c'est bien qu'on puisse faire le sport pour en bénéficier, mais pas de façon non encadrée. Il faut que cela soit encadré. Et c'est ce qui est bien dans un secteur. Encadré par qui? Quand vous dites qu'il faut que cela soit encadré, il faut que cela soit encadré par qui? Par son médecin personnel? Soit votre médecin personnel vous dit le sport qu'il faut faire, et vous donne la fréquence, l'intensité à ne pas dépasser, les gestes à éviter compte tenu de votre pathologie. Soit vous avez de plus en plus en week-end les clubs de sport d'entretien qui ont devant eux un coach qui essaye d'orienter le sport, un coach sportif. Voilà. Donc, dans ce cadre, les choses sont mieux réglementées. Mais souvent, quand on est en groupe, on a envie de faire comme tout le monde. Hein? Quand on les voit faire des gestes, on a envie de pouvoir faire les mêmes gestes. Or, peut-être que ces gestes ne sont pas recommandés pour nous, mais recommandés plutôt pour les autres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que la pratique du sport d'entretien est de plus en plus regardée par le ministère des Sports, qui, à travers le Centre national médico-sportif, organise un suivi des sportifs pour qu'ils passent se faire dépister déjà par rapport aux maladies chroniques les plus usuelles. Vous voulez parler des sportifs de haut niveau? Des sportifs d'entretien déjà. D'accord. Sportifs d'entretien, ils passent au Centre national médico-sportif pour qu'on déjà leur fasse un petit bilan pour évaluer leur santé et s'assurer que déjà la pratique du sport d'entretien ne les soumet pas à un rythme particulier. D'accord. Et ça, c'est une bonne chose et c'est pour cela qu'il est recommandable qu'en venant le faire, qu'on intègre ces clubs-là pour que le suivi soit bien encadré. Donc pour vous, l'idéal, ce n'est plus de le faire en famille ou seul, mais plutôt d'intégrer des clubs sportifs qui ont peut-être l'encadrement technique et qui va avec la pratique du sport. Bien sûr, soit on intègre un club sportif et l'encadrement va de soi,
Ou alors, lorsqu'on décide de le faire en famille, on se réfère quand même à un médecin pour avoir des conseils avisés. D'accord. Mais est-ce qu'il arrive un moment où le sport devient nuisible véritablement à la santé? Le sport met en mouvement l'organisme, savez-vous. Et donc, il peut arriver des accidents de sport, que ce soit au sport d'entretien ou au sport de haut niveau. La pratique amène les pratiquants dans des situations d'accident, des blessures surviennent. Vous savez qu'au haut niveau, on connaît des cas de chute avec mort subite. Si. Alors, c'est pour cela qu'il est important... Nous avons même eu des sportifs qui sont morts sur le terrain de football, le terrain sûr, de basket, puis c'est arrivé. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de prendre les dispositions pour faire un petit bilan d'aptitude. Surtout lorsqu'on est du côté du sport de haut niveau, du sport où on vise la performance. Il faut faire un bilan initial où le médecin atteste que par rapport à un certain nombre de bilans qui sont faits, vous êtes apte. Et là, ça limite les dégâts. Mais souvent, ces tests d'aptitude, quels sont les différents tests? Est-ce que c'est des analyses, on fait des scanners, des radios? Quels sont ces tests? Parlez-nous un peu. Oui, la pratique du sport va solliciter quelques organes en particulier le cœur, le système cardiovasculaire. Normalement, vous ne pouvez pas aller au sport de haut niveau, au sport de performance, sans avoir un bilan cardiaque. On va vous faire une échographie cardiaque, un électrocardiogramme. Vous allez être vu par un cardiologue qui va apprécier tout ça et s'assurer que votre cœur peut supporter l'effort maximal qu'il va lui demander pendant la chose. Donc, ce bilan est important. Et puis, un bilan général, où on voit si vous n'avez pas une anémie, est-ce que votre organe pulmonaire a les capacités pour vous donner le souffle nécessaire. Donc, c'est tout un bilan qui se fait pour qu'on vous déclare apte à faire un sport de haut niveau. Si c'est le sport d'entretien, non, c'est juste l'évaluation de quelques maladies chroniques pour qu'au cas où on en détecte chez vous, on puisse vous accompagner afin que le sport puisse vous profiter. D'accord. Justement, en ce qui concerne la pratique du sport, il est arrivé que d'aucuns soient allés au sport et aient du mal peut-être à rentrer au retour, problème au niveau du muscle, du tendon, ce genre de petits incidents qui arrivent souvent à ceux qui font du sport d'entretien, qui ne sont même pas encore au niveau du sport de haut niveau. Quels sont les conseils que vous auriez à leur endroit? On ne peut pas pratiquer le sport et s'attendre à zéro incident. Ces incidents peuvent arriver. Le plus souvent, quand c'est le sport d'entretien, ce n'est pas des incidents majeurs. Les coachs et puis les agents de santé qui parfois accompagnent les clubs, c'est d'ailleurs recommandé, font les premiers soins. Et puis après, si la lésion est telle qu'il faut un suivi ultérieur, voilà, le centre médico-sportif est là, les hôpitaux sont là pour poursuivre. De sorte que, comme on le disait tout à l'heure, lorsque on pratique le sport sous les conseils d'un coach, sous la direction d'un coach, la chose est mieux encadrée. Et on arrive à alterner les mouvements. Voilà. Parce que, est-ce que ce n'est pas à ce niveau que se pose le problème? L'alternance des mouvements, passer d'un mouvement à un autre, préparer peut-être son corps avant de pouvoir faire des mouvements particuliers. Bien sûr, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, tout est une question de préparation aussi. Il faut l'entraînement. Lorsque vous venez en club... Donc on ne peut pas tous dire qu'on est coach sportif. Il faut savoir alterner les mouvements. Il faut savoir alterner les mouvements. Il faut savoir les mouvements qui sont adaptés en fonction de l'âge et en fonction du profil physique aussi. Voyez-vous. De sorte qu'aujourd'hui, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports organise des plans de formation pour former tous les coachs de ces clubs pour mieux suivre cette pratique. Les accidents qui peuvent survenir dans la pratique du sport d'entretien sont mineurs et leur gestion ne pose pas de problème. C'est davantage au niveau du sport de haut niveau que parfois il peut y avoir des blessures graves qui nécessitent des interventions particulières dans le milieu hospitalier, etc. Alors, parlons à présent du sport de haut niveau. Pour ces sportifs de haut niveau, est-ce qu'ils ne sollicitent justement pas un peu trop leur santé pour pouvoir tenir? Le haut niveau, c'est surtout cela. Parce que vous allez en compétition, vous voulez être le meilleur. Donc, ils sollicitent leur organisme pour être les meilleurs. Parfois, l'organisme est dépassé. Et c'est quand cela arrive que voilà, on peut déplorer des accidents. Mais
justement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des méthodes palliatives? Si vous avez un enfant, par exemple, qui a une drépanocytaire, qui a envie d'être un coureur d'élite, est-ce qu'il peut? Il peut s'il bénéficie de l'accompagnement qu'il faut, des spécialistes qu'il faut. La médecine du sport a fait son petit bonhomme de chemin dans notre pays et avec justement, elle sert à quoi véritablement cette médecine du sport-là? Pour pouvoir permettre aux sportifs de pouvoir véritablement utiliser leur santé et faire ce qu'ils aiment. La médecine du sport, justement, est là pour accompagner les sportifs dans la pratique de ce sport qu'ils ont choisi. Et donc, si le sportif ne fait pas recours aux spécialistes qui s'en chargent, vous vous rendez compte que, voilà, il peut être confronté à la difficulté. Quelle est l'étendue de votre domaine? La médecine du sport, c'est toute la médecine telle qu'on la connaît, appliquée aux sportifs. Donc, vous avez toutes les spécialités qui s'occupent du sportif avec les particularités liées au sport. Comme par exemple la cardiologie. Vous avez la cardiologie pour le commun des mortels. Et puis, la cardiologie du sportif est une spécialité à part où ce spécialiste sait que le fonctionnement du sportif est différent et donc a une autre approche pour la prise en charge du sportif, pour son évaluation et pour l'accompagner à atteindre ses objectifs de performance. La traumatologie du sport, lorsqu'il survient par exemple un accident de la voie publique, quelqu'un peut avoir une entorse du genou. Lorsque vous l'envoyez à l'hôpital, on peut lui mettre un plâtre, c'est un exemple que je vous donne, et lui donner 3 semaines. De repos. 3 à 4 semaines de repos. Mais ce n'est pas le cas pour un sportif de haut niveau. Un spécialiste de haut niveau en pleine compétition ne peut pas se le permettre. Donc, il faut aller... Et justement, qu'est-ce qu'il fait? Oui, ce qui va se passer, on va lui faire des examens pointus, l'IRM, la radio, l'IRM, et si c'est une lésion ligamentaire, au lieu de le mettre au repos pendant 3 semaines, il va être rapidement opéré, remis à la rééducation pour perdre le moins de temps possible et ne pas baisser sa performance. Donc, la médecine du sport accompagne le sportif parce que tout accident qui vient peut mettre fin à la carrière lorsque la prise en charge n'est pas adéquate. D'accord. Ça veut dire que le domaine est tellement pointu, mais est-ce qu'il est vraiment si développé ici? Nous avons des sportifs que vous accompagnez et qui réellement arrivent à concilier les deux? Bien sûr, il y a des cas de sportifs qui ont des blessures que nous accompagnons. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. La médecine du sport a des jours, a de bons jours devant lui, étant donné que le ministère en charge des sports a décidé de révolutionner le sport à l'échelle nationale et qu'au niveau de toutes les 77 communes, il y a les associations sportives. Donc, la pratique sportive va retourner à la base et donc la médecine du sport aura beaucoup à faire pour accompagner tout cet ensemble afin que les résultats puissent être à la hauteur des espérances. D'accord. Alors, si on vous demandait à quel moment le sport devient nuisible à la santé, vous répondrez quoi? Le sport devient nuisible à la santé lorsqu'il est pratiqué sans un minimum de précaution. Et pour connaître les précautions, il faut se référer aux spécialistes. Le sport devient nuisible à la santé lorsque, en pratiquant le sport, la survenue d'un accident du sport ne fait pas l'objet d'une prise en charge adéquate. Voyez-vous, quelqu'un qui a une lésion ligamentaire, qui peut être opéré, qui peut reprendre son activité, lorsqu'il n'est pas opéré, pour une raison ou une autre, il peut mettre fin à sa carrière. Et voilà. Le sport a beaucoup de bienfaits pour la santé, c'est évident, mais sa pratique peut amener des problèmes de santé qui ont besoin d'être pris en charge correctement, sinon le sport devient alors nuisible. Alors, heureusement que vous êtes donc là, hein, docteur Dieudonné Fambo, et que nous avons des médecins du sport aujourd'hui au Bénin qui sont capables de pouvoir accompagner les sportifs, que ce soit les sportifs de petit niveau, que les sportifs de haut niveau. Bonne nouvelle donc aux populations. Merci à vous d'être restés avec nous. Le prochain plateau qui s'installe, c'est l'Espère. Voilà, notre expert est déjà là, vous le connaissez d'ailleurs, c'est l'homme du mercredi. La plupart du temps, nous recevons Marcel Effon pour nous parler coach. Coach, bonsoir. Bonsoir, Aniat. Bienvenue sur votre plateau.
Merci de m'inviter comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous parlons de développement personnel, comment devenir riche avec son salaire. Marcel et Fon, vous restez avec nous. Les téléspectateurs ont hâte de vous écouter, mais avant, vous allez permettre, nous allons faire un petit tour du côté de la rédaction pour prendre Amandine Agnambossou qui est déjà là. Amandine Agnambossou, vous avez l'antenne. BB24. BB24 télévision Tigan. BB24 Adjama Tionwe. BB24, le développement est notre affaire.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Comment gérer les déchets solides et ménagers au Bénin avec la pression démographique? La question préoccupe les autorités béninoises. Pour y réfléchir, le mois d'octobre a été déclaré mois de l'habitat. Le bâtiment et les travaux publics, un des secteurs clés de l'économie béninoise. Le métier n'est pas toujours facile, mais il offre assez d'opportunités. Les sommets de la gloire, c'est un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Il retrace la vie de son auteur, Isidore Mévotor Rodé, ingénieur des industries textiles. Il est à la retraite depuis près de 2 décennies. Merci de votre fidélité. Gestion municipale des déchets solides, c'est le thème retenu pour la 33e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Le Bénin y consacre tout le mois d'octobre à travers diverses activités. Mais quel est l'état des lieux de la gestion des déchets solides et ménagers au Bénin et comment faire face à l'augmentation drastique des déchets? Ulvaeus Balogun et Daniel Ada pour plus de précisions. La problématique des déchets produits par les communautés humaines est aujourd'hui un enjeu majeur de salubrité et surtout d'amélioration du cadre de vie. Avec l'urbanisation et la concentration des populations dans les centres urbains, la production des déchets au Bénin ne cesse de croître. Selon des estimations, 1 642 500 tonnes de déchets solides ménagers sont produits par an au Bénin, soit une moyenne de 0,42 kg de tonnes de déchets par habitant et par jour. On est tellement habitué à voir les ordures qu'on peut penser que bon, c'est anodin, c'est banal, on fait avec. Mais les conséquences sont énormes au plan sanitaire, au plan économique, en termes de climat. Donc, c'est une question qui est centrale en termes de développement durable. C'est donc à juste titre que la question de la gestion des déchets solides est prise en compte dans les objectifs du développement durable. Cela afin de réduire leur impact néfaste sur l'environnement et le bien-être des populations. On a moins de la moitié des déchets qui sont enlevés, c'est-à-dire qui sont collectés chez les ménages. On n'a même pas 30% de décharges contrôlées. Ça veut dire que l'essentiel de nos déchets dans nos villes, dans nos campagnes, est dans la nature. Et alors qu'on a 40% de déchets organiques, on a un niveau de recyclage qui est inférieur à 7%. Un défi dont le Bénin est bien conscient. On a un cadre législatif, réglementaire qui est en place, avec les communes qui ont la responsabilité de la collecte et de la gestion des déchets, tels que fixés par les lois sur la décentralisation, mais dans un esprit de synergie et de partenariat avec l'ensemble des acteurs dont l'État. S'il est donc vrai que les problèmes de gestion des déchets solides ménagers se posent avec acuité, leur valorisation revêt alors une importance capitale. La solution, c'est de regarder l'adaptation ou non du cadre de vie à nos besoins. Et là, on regarde globalement les questions d'accès au logement et de services publics. Pour avoir des villes productives et résilientes, il faut mettre l'accent sur les investissements de base et assurer une gestion efficace des fonctionnalités primordiales. Il faut considérer la gestion des déchets non pas comme une problématique isolée, mais comme un paramètre sur un package de problématiques. Donc il faut avoir une approche cadre de vie pour qu'on puisse mobiliser des investissements de sorte qu'on améliore le cadre de vie, mais en réglant les problèmes de logement, d'assainissement. Changer de paradigme en activant plusieurs leviers à travers la réorganisation de la filière de gestion des déchets, l'accompagnement des municipalités à considérer ces déchets comme une opportunité d'investissement pour le secteur privé et la sensibilisation des populations à un comportement différencié vis-à-vis des déchets deviennent alors la panacée pour une amélioration adéquate du cadre de vie. Je l'annonçais dans les titres, la construction de bâtiments n'est plus aujourd'hui la même. Toute une chaîne de métiers est nécessaire et le technicien en BTP se trouve au cœur de ce nouveau processus. Le domaine privé comme le domaine public ne peut plus se passer de ces aspects du bâtiment. Si le métier de technicien n'est pas toujours facile, il offre une perspective d'avenir attrayante et beaucoup de postes restent à pouvoir. Modérant Sodanso, technicien BTP, donne plus de précision au micro de Bernol Djogbe et Charlotte Bouvier.
Le métier de BTP consiste dans un premier temps à faire une conception de la réalisation d'un bâtiment que nous appelons projet de construction et après ça nous passons à la réalisation. Nous sommes ouverts au secteur public comme au secteur privé. Dans le secteur public, il y a les grandes réalisations. Par contre, dans le secteur privé, nous avons des réalisations légères. Le besoin se fait encore sentir, la demande est suffisamment forte, ce qui fait que les techniciens du bâtiment sont suffisamment sollicités et ils ne sont souvent pas disponibles. L'offre est plus que la demande. Nous n'avons pas des ouvriers qui arrivent à nous donner suffisamment satisfaction. Et je pense que ça ne dépend pas d'eux. C'est lié au niveau d'instruction. Et là, quand nous avons un délai dans lequel on doit finir un projet de construction, ce n'est pas aisé de rester dans le délai. Lorsqu'on compare le travail qu'il y a à faire, l'investissement aussi bien financier et humain, ça nourrit son homme et quelqu'un qui s'organise bien peut se faire des économies dans le domaine. Et nous parlons maintenant culture. Le cercle des auteurs littéraires du Bénin s'élargit. Un nouveau livre vient enrichir la littérature béninoise. Les sommets de la gloire, un récit autobiographique qui relate les obstacles majeurs couronnés de succès qui ont jalonné le parcours scolaire et universitaire de son auteur, Isidore Mevoto Hodé. Il est ingénieur des industries textiles à la retraite depuis près de 20 ans. Masbil Akodilossi, Patrick Adjagbodjou, Louis Koudogbo nous amène à la découverte de l'ouvrage. Les sommets de la gloire, ainsi s'intitule le récit autobiographique d'Isidore Mevoto Hodé, lui dont la vie était vouée à l'échec. Septuagénaire, l'auteur retrace son parcours, malheureusement jonché d'embûches et d'obstacles. Le premier obstacle, c'était d'abord lorsque j'étais envoyé chez mon oncle, dans un village où il n'y a pas d'école. Donc j'étais destiné au champ et à la pêche. Sur la première de couverture déjà, l'auteur lance un message très fort, sorti de ses entrailles d'enfance amère, où très jeune, il fut un enfant placé, confié à son oncle. Un traumatisme contre lequel il a lutté des années durant, avant de s'affranchir. C'est beaucoup de sommets, c'est beaucoup de réussites, c'est beaucoup d'obstacles que j'ai surmontés. Le sommet de la gloire, c'est le moment où j'étais heureux à chaque fois. Les sommets de la gloire vient de paraître au soir de sa vie, une ténacité qui force l'admiration. Ainsi, le premier exemplaire est décroché par un lecteur à 350 000 francs CFA à la faveur d'une vente à l'américaine. Une bonne manière d'encourager l'homme qui a mis sa plume au service de la jeunesse. Au sommet de la gloire. Aller au sommet de la gloire veut dire on a fini de la belle manière. Et j'ai trouvé ça comme un grand exemple pour les jeunes, pour moi, qu'il faut que nous puissions aller au sommet de la gloire, chacun de nous. La chance n'existe pas en réalité. C'est l'effort qui fait qu'on atteint le but qu'on s'est fixé. Il faut suivre ses propres objectifs. Même si c'est petit, c'est pas grave. Continuez. Vous allez atteindre les sommets. Cette invite apparaît comme une brise qui insuffle à la jeunesse la volonté nécessaire pour réussir. Réussir à l'école à tout prix. Il faut aller à l'école. Il faut aimer l'école. Malgré les difficultés, malgré les moments de misère, il faut toujours chercher à aller plus loin. Cet ouvrage de 132 pages se hisse au rang des autobiographies et constitue un héritage pour la postérité et servira sans doute de repère
pour une jeunesse battante et engagée. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, le prix du kilogramme de cacao est fixé à 750 francs CFA pour la campagne 2018-2019. Ce tarif, en légère hausse de 50 francs CFA par rapport à la saison dernière, a été annoncé par le président du Conseil du café cacao. Cette revalorisation du prix Borchon devrait permettre de réduire l'écart de prix avec son voisin ghanéen qui a fixé un barème de 7600 cedi par tonne d'or brun pour 2018-2019. Pour cette nouvelle saison, les deux pays ont affiché une volonté de mutualiser leurs efforts afin de tirer un meilleur profit de la chaîne de valeur mondiale du cacao. Ils ambitionnent de coordonner leurs ventes d'ici la fin janvier 2019. Les prix du carburant connaissent une nouvelle restructuration en République démocratique du Congo. Depuis le dimanche 30 septembre, les prix à la pompe de l'essence et du gasoil ont connu une hausse sur toute l'étendue du territoire, de quoi inquiéter les associations de consommateurs. Pour obtenir un litre d'essence en RDC, il faut désormais débourser 1,31 $ contre 1,23 $ ces derniers mois. La Ligue nationale des consommateurs dénonce en effet un manque de communication et de transparence autour de cette nouvelle augmentation, la dernière ayant eu lieu en mai dernier. Kinshasa impute la flambée des prix à la fluctuation du taux de change entre la monnaie locale, le franc congolais et le dollar américain sur les marchés internationaux. Cette mesure martèle les autorités congolaises, a du reste permis d'éviter une rupture de stock des produits à la pompe qui aurait fragilisé l'économie congolaise. Et ainsi se referme ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Voilà, merci à vous, Amandine Agnambossou, pour ces informations. Nous revenons donc sur le plateau de l'Espère avec Marcel Effon. Marcel Effon qui est là pour nous parler du développement personnel, comment devenir riche avec son salaire. Mais déjà, moi, je me demande, est-ce qu'on peut véritablement devenir riche avec son salaire? Merci Agnès pour cette belle introduction. La question, évidemment, c'est de suffisamment se poser cette question. Comment est-ce qu'on peut devenir est-ce qu'on peut devenir riche avec son salaire? Évidemment. Pour ceux qui le connaissent, j'ai envie bien sûr de parler dans ce sujet à tous les Béninois lambda, à tous les Africains, à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est vrai qu'on a beaucoup de salariés dans le monde. Hein? Absolument, on a beaucoup de salariés dans le monde, mais parfois, par méconnaissance alors des b.a.-ba sur le principe même de la richesse, nous faisons parfois très bien la mauvaise chose. Nous faisons parfois très bien la mauvaise chose. Et raison pour laquelle je veux vraiment parler très facilement, dire le b.a.-ba, avoir un langage facile pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. À votre question, est-ce qu'effectivement il est permis à un employé de devenir riche? Ma réponse c'est oui, mais à une certaine condition. À une certaine condition, déjà pour ceux qui le connaissent, à travers le fameux cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, il y a 4 catégories de personnes qui sont des parties prenantes lorsque nous parlons de la richesse. Les premières personnes, c'est naturellement les employés. Et d'après ce cadran du cash flow, les employés ne peuvent jamais devenir riches parce que l'argent qu'ils gagnent, quelle que soit la façon dont c'est taillé, c'est augmenté dans le temps, ne peut pas suffire à couvrir des besoins pour permettre de s'acquitter de grands biens, si on définit naturellement la richesse comme l'acquisition de grands biens. Justement, c'est d'abord ça. Il faut qu'on définisse quelle est votre conception du mot richesse. Oui, je vais en venir, dès que je vais finir d'exposer la théorie de quels sont les types, parce que les téléspectateurs nous suivent, dès que je dis tout de suite, les employés ne peuvent pas devenir riches, ils vont dire, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc il faut que je puisse aller jusqu'au bout pour laisser aux gens de souffler. Ne vous inquiétez pas, ils sont là, ils sont très intéressés, donc, on vous écoute. Voilà, pour leur permettre de toute façon de pousser l'ouffe de soulagement, parce qu'il y a des employés en ce moment qui veulent savoir à quelles conditions ils peuvent devenir riches. Donc comme je le disais, si vous n'êtes qu'employé et que vous attendez de devenir riche que sur la base alors du salaire que vous gagnez, c'est une très belle illusion, quel que soit le salaire. Je précise très bien, quel que soit le salaire. C'est une très belle illusion. Oui, c'est une très belle illusion. C'est un salaire d'1 milliard, oui, par exemple. Oui, quel que soit le salaire. Parce que le principe du salaire, d'abord, c'est évalué alors sur vos éventuels besoins. Lorsqu'on vous décide de vous payer, par exemple, 10 millions, au lieu qu'on vous payait avant 1 million, c'est supposé que alors votre niveau de vie doit avoir augmenté compte tenu de votre statut.
Donc, à chaque fois que votre statut change dans la société, alors on devrait pouvoir créer des conditions pour que vous puissiez ajuster, être à l'aise. Donc, du coup, la notion du salaire ne devrait pouvoir pas être vue. Ça ne va pas au-delà. Au-delà. Donc, quel que soit le salaire, parce que quelqu'un qui gagne, par exemple, 300 000 et qu'il apprend un jour, qu'il a son voisin à côté qui gagne 10 millions de francs, il dit, mais tiens, le jour où moi j'ai commencé à gagner 10 millions de francs CFA, alors je suis devenu riche. Oui, naturellement, 10 millions de francs CFA peut vous permettre d'acquérir de grands biens, en rentrant bien sûr dans la définition de la richesse, de grands biens, mais sauf que ces grands biens-là équivalent alors à votre niveau de vie. Du coup, la question alors de l'enrichissement n'est pas encore réglée. Donc, je parlais tantôt des employés qui sont supposés être des gens partie prenante dans le concept de la richesse. Ils ne peuvent pas devenir riches à une seule condition, qu'ils envoient une partie de leur argent travailler pour eux pendant qu'ils travaillent. Je vais donner des exemples. Vous êtes un employé, vous prenez votre salaire, vous devrez pouvoir faire des achats. Naturellement, ce que nous faisons, on planifie déjà ce que nous devons acheter avec notre argent. Le salaire est dépassé avant même que le salaire est très bien dépassé avant d'arriver. Donc du coup, lorsque vous êtes un employé et que vous vous comportez comme ça, vous utilisez juste votre salaire pour acquérir des biens, alors il n'arrivera pas un jour où vous soyez à l'abri du besoin. Et la grosse peur, c'est que le jour où on décide ou que vous avez droit à la retraite, vous n'avez pas envie de partir parce que vous ne savez pas de quoi vous devez vivre. Donc votre salaire, à la limite, est en train de couvrir vos besoins au fur et à mesure. Mais l'expérience, c'est que plus vous vieillissez dans le temps, moins vous êtes efficace. Or, aujourd'hui, moins vous êtes efficace, moins on vous augmente, donc vous êtes en train d'être rangé et les besoins s'agrandissent au fur et à mesure que l'âge évolue. De plus en plus malade, d'autres besoins. Voilà, beaucoup d'autres besoins. Donc, le salarié, a priori, alors, lorsqu'il se limite qu'à son salaire et qu'il ne fait pas travailler son argent pendant qu'il travaille lui-même, ne peut pas devenir riche. Comment est-ce qu'il faut faire travailler son argent? Alors, avant de dire comment est-ce qu'il faut faire travailler son argent, je vais dire 3 autres parties prenantes qui sont intégrées dans ce processus-là. Après les salariés, il y a des gens qu'on appelle par exemple les employés à leur propre compte. Quelqu'un par exemple qui emploie moins de 100 personnes par exemple, on peut dire qu'il est employé à son propre compte parce que le travail qu'il fait, alors il le fait avec certaines personnes, avec un certain nombre de personnes, mais l'effectif de ceux qui travaillent pour lui ne peut pas faire que s'il abandonne le travail lui-même. Ça ne va pas se ressentir. Ça ne peut pas se ressentir sur son entreprise, également sur lui, sa vie et son niveau de vie. Donc du coup, il est employé à son propre compte, il gagne de l'argent qui peut lui permettre de couvrir ses besoins, il gagne de ce que ses collaborateurs produisent comme service, mais après, lorsqu'il sort du boulot, il ne peut pas vivre alors sans dépendre de ce que les autres sont en train de faire ou de ce qu'il fait lui-même. Donc il ne peut pas lui également devenir riche. Il y a des consultants, moi par exemple, en tant que coach, en tant que consultant, en tant que formateur, lorsque je n'arrive pas à dupliquer par exemple des modèles business qui font que pendant que je travaille moi-même, des gens travaillent pour moi, mais une grande quantité de personnes travaillent pour moi, ou que mon argent travaille pour moi, je peux bel et bien rêver de devenir riche, mais ça va rester un rêve jusqu'à la fin de ma vie. Alors la troisième catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle par exemple les propriétaires de grandes entreprises. Les propriétaires de grandes entreprises, comme le dit très bien le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, ils sont riches quand même. Hein? Ils peuvent devenir riches parce que... Ils ne le sont pas encore. Oui, ils le sont naturellement. Parce que pendant qu'ils travaillent ou pendant qu'ils ne travaillent même pas, il y a au-delà de 500 personnes qui travaillent pour eux. Si vous êtes employé, que vous gagnez 100 000, avant qu'il vous paye 100 000, peut-être que lui-même, il a gagné déjà 100 000 sur le travail que vous faites. Alors, il rentre dans un hôtel, il peut continuer à vivre sans regarder le temps ni les factures parce que pendant qu'il est en train de consommer, il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler, qui produisent pour lui. Lui, il peut devenir riche, d'autant plus qu'il n'est pas obligé de travailler avant de vivre une vie sans limite. Et les dernières personnes qui, naturellement, sont riches, c'est des investisseurs. Ils travaillent sur la base de l'argent, ils n'ont pas des entreprises de personnes, mais ils ont des entreprises alors de capitaux. Donc, ils ne travaillent pas avec leur intelligence, ils ne travaillent pas avec leur énergie physique. Vous voulez dire qu'au sommet de la richesse, les investisseurs à y en mettre? Oui, il n'y a que des investisseurs qui sont au sommet. Ça fait que vous soyez employé ou propriétaire de votre emploi, ou même alors un propriétaire d'une grande entreprise, vous pouvez devenir riche en envoyant une partie de votre argent travailler pour vous au niveau de l'investissement pendant que vous travaillez vous-même. Et c'est pour cela que je disais tantôt, si vous n'êtes que employé et que vous ne faites pas travailler une partie de votre argent pendant que vous travaillez vous-même, il va arriver un moment naturellement où vous ne serez plus en mesure alors de produire du résultat, mais vous aurez besoin naturellement de couvrir des besoins. D'accord. Et bien sûr, en revenant maintenant sur la question de lorsqu'on est employé, alors comment est-ce qu'on fait
pour devenir riche. Donc, il ne faut pas que ça reste un énigme. Il faut commencer à identifier ce qu'on appelle, par exemple, un actif. Les employés ont hâte, par exemple, d'aller dans les grandes surfaces, dans les grands supermarchés, tirer le chariot. C'est une très bonne chose. Mais après, quelle est la partie d'argent qui travaille pour vous? Alors, quand vous êtes employé, le premier critère, vous devez savoir quand est-ce que vous achetez, par exemple, de l'actif ou du passif avec votre argent. Lorsque vous prenez votre argent, par exemple, et que vous achetez, par exemple, des bijoux en or, c'est un investissement. Parce que l'or, c'est reconnu comme une matière. Le jour où vous n'êtes plus content de ces matières-là, vous pouvez aller les monnayer en argent. Et peut-être qu'en temps, l'or a pris de la valeur. Lorsque vous achetez de l'or en tant qu'employé avec votre argent, je dis, vous n'achetez pas du passif, vous achetez de l'actif. Par contre, lorsque vous achetez une voiture, alors que votre voiture que vous étiez en train de conduire peut toujours vous conduire, et que parce qu'on vous a augmenté le salaire ou que vous êtes passé d'un CDD à un CDI, comme le font naturellement les employés, d'avoir une voiture, de créer du confort, parfois même on ne mesure pas même la consommation de ce moyen, alors qui parfois justifie même à tort. Alors vos revenus, vous voyez, vous venez de vous plomber. Vous achetez une voiture qui, a priori, dans une certaine mesure, est un passif, mais vous croyez en fait qu'on a augmenté votre salaire. Vous n'avez fait qu'enrichir ni également la banque, la société de production, bien sûr, de ce bien, et toutes les parties prenantes qui travaillent dans cette société-là. Donc, les employés peuvent devenir riches à la condition qu'ils savent à quand ou quand ils achètent de l'actif avec leur argent et quand ils achètent du passif. Le deuxième critère, c'est qu'il faut savoir, par exemple, maîtriser les frais variables dans sa gestion. Maîtriser les frais variables dans sa gestion, c'est pas... Justement, quand revenons un peu, soyons un peu plus pratique. Allons-y. Allons-y alors. Pour un salarié qui gagne 150 000 par exemple, combien est-ce qu'il faut qu'il investisse en actifs et en passifs pour qu'à un moment donné, il y ait quand même une relative aisance? Alors, il y a des analyses qui ont été faites. Je vais prendre par exemple selon Jim Rohn qui dit, à travers le secret de prospérité par exemple, que pour devenir riche, il suffit simplement d'observer la règle des 70, 10, 10, 10. Je répète encore, 70, 10, 10, 10. Ça veut dire 70% de votre argent, il faut garder ça pour changer votre garde-robe, pour acheter, s'il le faut, du passif, si vous êtes préoccupé par le passif, 70%. Mais 10%, il faut l'envoyer automatiquement à leur travail pour vous, comme je venais de le dire. 10% pour acheter des actions quelque part, pour le mettre quelque part, pour acheter des biens qui peuvent prendre de la valeur dans le temps. Je parle des biens qui peuvent prendre de la valeur dans le temps, de l'actif. Parce que nos enfants, le réel problème, depuis que nous sommes enfants, en fait, on ne nous a pas parlé de certains basiques. Oui, l'actif et le passif. Pas à faire la nuance. On donne de l'argent aux enfants, mais on ne leur apprend pas c'est quoi l'actif, c'est quoi le passif. L'enfant, il va directement vers le passif, il prend l'habitude. C'est plus attrayant. C'est plus attrayant naturellement, c'est du bling-bling, ça brille. Alors, il achète que du passif, mais quand il grandit, il croit que l'argent n'achète que le passif. Il achète une mauvaise philosophie. Donc, il faut que vous compreniez, et à partir de cet instant, qu'il faut 10% au moins, au minimum, pour acheter de l'actif, c'est-à-dire faire de l'investissement. Que votre argent travaille pour toi. Le deuxième dixième, c'est payer la dette sociale. Les musulmans vont appeler ça la zakat. Les chrétiens parleront de la dîme. Les rationnels diront payer sa dette sociale. Alors, ça peut être une dette sociale. À un moment donné de votre vie, vous avez dû bénéficier d'une main visible ou invisible qui vous a permis de devenir ce que vous êtes. Alors, il y en a qui sont encore en bas, naturellement, qui attendent que vous leur retournez cet ascenseur pour qu'ils puissent monter. Oui, payer sa dette sociale. Les gens disent qu'il faut aller donner ça aux prêtres. Les gens disent qu'il faut donner ça aux nécessiteurs. Oui, beaucoup de détails, mais il faut payer votre dette sociale. Quand vous gagnez, il faut dégager la 10e partie, qui que vous êtes. Pour payer votre dette sociale, la nature vous protège. Et si par hasard... Ça se calcule seulement sur le salaire net ou sur peut-être tous les petits avantages qui sont autour? Oui, moi je pense que c'est le salaire net parce que c'est ce qui rentre dans votre compte et auquel vous pouvez accéder. Sinon, le brut... Et ça, c'est possible de le quantifier? Oui, on peut le quantifier. On vous vire sur votre compte, par exemple, 100 000 francs tous les mois. Les 10%, ça fait 10 000. Vous pouvez créer, par exemple, moi je conseille à ceux qui viennent en formation chez nous, par exemple, ils peuvent avoir 4 différents comptes. Un compte principal dans lequel le salaire tombe. On crée un compte, lorsque le salaire tombe, on donne un ordre de virement automatique. Là, les 70% passent sur un compte. Sur ce compte, vous pouvez avoir une carte ou accéder au distributeur. Le deuxième compte, les 10% pour que votre argent travaille pour vous. Un autre compte que vous appelez le compte investissement, par exemple, ça peut être le compte d'une SGI.
lorsque vous êtes dans la zone, dans l'espace UEMOA ou BRVM, donc les 10% vont sur un de ces comptes-là, vous n'avez pas accès à ça. Quand l'argent vient, le banquier sait qu'il doit défalquer 10% pour envoyer sur ce compte. C'est clair que c'est plus pratique. Hein? C'est plus pratique, ça s'appelle... Là, ça vous oblige un peu à respecter et à tenir dans le délai. Mais vous êtes sûr qu'à la longue, avec 100 000 francs et 10% chaque année, avant les 30 ans, il y aura une relative aisance financière? Justement, je vais en venir. Alors, il nous reste 2 minutes. Lorsque vous faites comme ça, vous pratiquez de façon classique la méthode ou la règle de l'enrichissement. Maintenant, quand vous voulez devenir rapidement riche, vous pouvez agir maintenant sur les 70%. Il y a quelqu'un qui dit non, moi, je vais réduire mon niveau de vie plutôt que j'ai 70% par exemple pour le quotidien, alors je le réduis à 30%. Et j'ajoute 40% ou 10% pour l'investissement. C'est là où on voit des personnes véritablement qui ont un train de vie... Oui, la question c'est à partir de quand vous décidez alors de ne plus vivre en dessous de ce que vous voulez. Des gens vivent bien maintenant, mais dans les jours à venir, regardez-les très bien, ils commencent à mourir doucement. Parce qu'ils ne connaissent pas ces pratiques. D'autres vous diront que justement la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Pouvoir moi-même me mettre bien maintenant. Vous savez, la personne la plus dangereuse, c'est l'ancien riche. Ah oui, quand vous voulez vous occuper des gens, commencez à observer les anciens riches. Quelqu'un qui a été riche une fois, qui est devenu pauvre, il est très, très dangereux pour la société, plus que celui qui n'a jamais été riche. Il est très nuisible. Sa capacité de nuisance est terrible. Et il faut que je finisse. La troisième personne, les troisièmes 10%, c'est ce que vous mettez de côté pour des moments difficiles, que vous ne touchez pas. Il n'y a pas de carte, par exemple, il n'y a pas de carte où vous allez au distributeur pour accéder à ces sous, parce que pour avoir cet argent, il faut mettre beaucoup de pratiques pour sécuriser ça. Donc 10% pour des moments difficiles, 10% pour votre investissement. Si vous voulez, vous pouvez l'amener jusqu'à 50%. Ça vous permet de devenir riche très rapidement. Parce que si 50% de votre argent travaille pour vous pendant que vous travaillez, vous n'aurez plus à travailler longtemps pour les autres. Vous pouvez laisser votre boulot pendant que votre argent travaille pour vous. Vous passez votre temps à aller en vacances. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes. On prend toujours du plaisir à vous écouter, mais ma chef d'édition me fait de grands gestes. Déjà, ce que moi je retiens, c'est qu'au niveau des 100%, vous avez dit sont 10% pour le passif, 10% pour l'investissement, 10% encore pour... 10% pour payer la dette sociale. La dette sociale, on n'oubliera surtout pas la dette sociale. Et l'autre 10%, c'est pour les moments durs. Les moments durs, voilà. D'accord. Vous êtes tombé malade par mégarde, vous touchez ça parce que c'est resté là. Merci à vous, Marcel Lefond, pour ces conseils. Je suis sûre qu'ils ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous est presque terminé, mais avant, nous allons faire un tour sur la toile. Libecom SA, la branche mobile de l'opérateur historique Bénin Télécom, a cessé toute activité sur le territoire national. Dans un communiqué en date du 28 septembre, le liquidateur de l'entreprise invitait les consommateurs à épuiser leur crédit de communication avant le 30 septembre 2018. Une décision de l'État béninois face aux mauvaises performances financières enregistrées par l'entreprise depuis la libération du marché télécom national. Dans son rapport d'activité 2016, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP révélait que Libecom ne détenait plus qu'une minime part de marché, 0,75%, face à MTN et Etisalat Bénin SA qui confisquaient le reste. Avec la fermeture de Libecom, ses abonnés ont été confiés à MTN conformément à la décision de l'ARCEP. Justice au Bénin, le porte-parole de l'initiative de Niki, Sabi Korogone, écope de 12 mois d'emprisonnement ferme et d'une amende de 3 millions de francs CFA. C'est la sentence prononcée à l'issue de son procès hier mardi au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Il a comparu pour des faits d'incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injures avec motivation raciste diffusées sur les réseaux sociaux. Des infractions prévues et punies par la loi portant code du numérique en République du Bénin en son article 551. Avis donc aux amateurs et professionnels des réseaux sociaux. Le code du numérique est déjà en application. Quiconque enfreint la loi va être simplement puni selon le code en vigueur. Infrastructure à présent, le pont de Fifadi sera fermé au trafic pour 24 heures.
Pour cause, un affaissement observé au niveau de la rampe d'accès de cet ouvrage routier. Les travaux de réparation démarrent samedi 6 octobre prochain à partir de 18 h au dimanche 7 octobre 2018 à 18 h. L'annonce a été faite par le maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidore Nyolofon. Des déviations sont prévues aux usagers afin de faciliter les travaux. Bonne nouvelle pour le franco-béninois Colin Dagba. Latéral droit du Paris Saint-Germain, il poursuit son bail avec le club de la capitale jusqu'en 2023. Cette saison, le joueur semble avoir gagné la confiance du coach Thomas Tuchel. Notons que le jeune joueur de 20 ans ne souhaite pas jouer avec les écuries. Il a un projet d'intégrer l'équipe de France. C'est sur cette note sportive que nous vous disons à demain pour la revue du web. Yasmine Damanta pour cette revue de l'actualité web. Le rappel de la météo à présent. Et oui, si vous venez de nous rejoindre, le grand rendez-vous est déjà presque terminé, mais le rappel des titres, c'est pour vous. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons eu 3 rubriques. Les TIC sont devenues transversales à toute entreprise. Qu'en est-il de leur rapport à l'entrepreneuriat agricole? Nous en avons parlé dans le monde agricole. L'Expert nous a entretenu sur comment devenir riche en étant salarié. Je parie que cela vous intrigue. Eh bien, revenez nous suivre pour pouvoir davantage en savoir. Autant savoir est revenu sur les OTT. Quelles sont les sécurités qu'offrent ces OTT et quelle législation les encadre ici au Bénin? Nous en avons parlé avec Franck Kouyami. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'être au grand rendez-vous. Demain, vous serez avec Assiom Gaba.